Bonjour à tous. Bonjour, on est un peu en avance. Est-ce que tu m'entends, Pierre Benoît? Oui, je t'entends bien, Charlotte. On Tout le monde commence à arriver. on va patienter, on va On attendre va patienter un tout que petit peu. oui, Allez, on peut échanger dans le on chat ensemble. peut se Bonjour. dire bonjour. Bonjour Anna, bonjour Christophe, bonjour Gilles. Donc, tout le monde arrive. Bon, la connexion s'est fait un peu vite. On va attendre comme d'habitude, 19h02, 19h05, voilà, que tout le monde soit là. Charlotte, on a la joie de te voir en venir. Oui, 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 mais je me suis fait avoir par le timing, je crois. Oui, oui, ensuite j'enlèverai, hein, la vidéo, je te La laisserai la vidéo. place. Ouais, Je pour laisse ceux qui nous ont rejoints un peu en avance, ils ont cette chance de Voilà, te voir. ça Euh, c'est voilà, c'est moi. Je ne suis pas que la voix des webinars, il y a une personne derrière cette voix, c'est moi. Voilà, mm, pour ceux qui, m'auraient pas croisée, en assemblée générale, en Une conférence, en intervention conférence. dans des écoles ou autres ou, rue Berryer. Heu, voilà, quand même pas mal de monde encore ce soir. OK, super. Heu, Bonsoir. Tout le monde arrive. ouais, sympa ce chat, hein, c'est vrai que c'est quand même bien bien sympa de pouvoir échanger Mm. avec vous les artistes ou entre vous aussi. On voit passer, parfois ça nous fait sourire parce que c'est, la deuxième utilité de ces webinars, c'est que vous échangez sur les sujets ou vous échangez vos pages Instagram, vos profils LinkedIn et tout. C'est le Et c'est aussi le lieu où on peut poser des questions après le mmh webinaire. ouais. N'hésitez pas au fur et à mesure, du déroulé, hein, évidemment comme d'habitude. On va on va pas tarder à commencer, puis on va rappeler toutes les règles propres au webinar. C'est juste que voilà, on attend que les gens arrivent comme ça il y a un maximum d'oreilles qui entendent la même chose. Un peu d'actualité à la Condamine en ce moment? Il y a plein de programmes de formation qui arrivent, qui sont évidemment finançables. L'idée, c'est OK. aussi de toujours produire du contenu Mmh pour accompagner les artistes et les faire se rencontrer mh. aussi. Ouais, Donc, on est sur. Il y a il y a plein de choses à venir. Voilà. On est en train de d'accord, réfléchir à la suite. Donc, OK. C'est vrai avec qu'on parle pas souvent des formations, que la Condamine, fait. Alors vous êtes pas les seuls, hein, mais vous êtes au catalogue AFDAS. C'est ça. Vous avez été, on peut dire labellisé Calliope? On a été agréé Calliope pour permettre Agréé? aux artistes OK, de mobiliser leur fonds de formation, effectivement. OK. On a Donc une les catalogue artistes, qualité. peuvent, retrouver les formations, Condamine dans le catalogue AFDAS ou vous demandez directement, en fait? Vous pouvez demander directement. On est aussi dans le catalogue. OK, Certaines, et d'accord et puis, là, c'est quoi? C'est contact@lacondamine exactement, exactement. point quoi? Point .org? .org, contact Point .org. lacadamine.org, sachant qu'il y aura aussi, à la fin de ce webinaire, un annuaire, comme d'habitude. Ah super. Voilà, parce vous allez voir, il y a Mmh. énormément de références OK. pour pouvoir réfléchir Mmh. aux relations presse. Alors,
Ok. Est-ce que tu veux On y va? introduire? Ouais, on y va. Allez. Parfait, oui, oui, on a dépassé la centaine de personnes. Donc ça devrait être bon. Alors, le webinar de ce soir, comme d'habitude, il sera en replay sur votre espace adhérent. Et pour tous ceux qui étaient préinscrits, vous aurez accès au chat. Voilà, donc je le dis pour ceux qui regardent en replay, vous n'avez pas forcément accès aux questions sur le chat ou aux liens sur le chat. L'astuce, c'est de se préinscrire. Voilà. Sur l'espace adhérent donc du site de l'association Maison des Artistes. Le déroulé, Pierre Benoît va s'appuyer sur le PowerPoint qu'il a préparé pour expliquer donc la thématique de ce soir, hein, toujours avec des exemples précis comme à chaque fois. On sait que vous appréciez particulièrement ça. Et vous allez avoir sur le chat la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure, et vraiment on vous encourage à le faire, ce qui nous permet avec l'équipe donc renouvelée, parce que c'est le premier webinaire sans Louise et sans Antinéa. Derrière les manettes, ce soir, c'est Louis et Calix qui vont m'aider à regrouper les questions pour qu'ensuite je puisse les poser de vive voix à la fin de la présentation à Pierre Benoît pour qu'il puisse y répondre. Voilà. Alors, et je ne me suis pas présentée, donc moi je suis Charlotte, je suis salariée donc, de la Maison des Artistes, de l'association, et je suis la responsable des partenariats et des services aux adhérents. Voilà. Ce soir, la thématique est un peu pointue, peut-être, que pas mal d'artistes se sont dit qu'ils n'étaient pas forcément concernés, peut-être qu'ils se disent aussi « j'en suis pas là dans mon parcours, dans ma carrière, est-ce que je suis vraiment concernée ?» Donc c'est vraiment la question aussi qui va être posée, c'est quoi les relations presse, en quoi ça consiste et puis comment je gère ça, à quoi ça sert? Voilà, mais un peu comme d'habitude en fait, on met, la lumière sur des thématiques auxquelles vous auriez pas forcément pensé tout de suite, mais qui sont quand même un atout, pour votre activité et dans la gestion de votre activité. Voilà, pour le développement de votre activité, ça reste un outil professionnel, hein. C'est comme ça que sont pensés les webinars et ce soir, c'est donc Pierre-Benoît Roux, cofondateur, et donc formateur à la Condamine, qui va animer ce webinar. Pierre-Benoît, je te laisse la parole. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour les questions. Chers artistes, bonne présentation et on se retrouve tout à l'heure aussi. Merci beaucoup, Charlotte, et bonsoir à la nouvelle équipe de la Maison des Artistes, à Louis et à Calix. Et bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas regarder le chat pendant la présentation. On aura l'occasion, on pourra échanger après sur le partage de ces réflexions. Sur justement, et Charlotte le disait à juste titre, cette question qui peut paraître un peu pointue, même étrange. Comment gérer ces relations presse? Cela voudrait dire que finalement, on a une sorte de catalogue de contacts, de carnet de contacts dans lesquels il y a pléthore de curateurs, de commissaires, de critiques qui seraient prêts à dégainer leurs plumes pour écrire sur nos expositions ou sur nos travaux. Évidemment, c'est très très rare, et donc dans le terme gérer, on va bien essayer de comprendre ce que ça veut dire, les relations presse, comment on peut mobiliser des relations presse, et peut-être qu'il faudrait même sous-entendre que gérer, eh bien, il y a aussi un sens peut-être un tout petit peu plus familier quand on dit il a bien géré, c'est-à-dire qu'il a plutôt réussi. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à la fois de comprendre comment, dans le monde actuel, on peut essayer de penser la relation presse, comment on peut planifier aussi eh bien, une mobilisation de relations presse, on va voir ce que ça veut dire pour produire du contenu sur vos travaux, et en quoi ça peut être finalement pas si compliqué et utile. Alors, comment on va essayer de gérer donc cette présentation? Ce que je vous propose pour commencer, eh bien, c'est cette image d'un dessin de Forrest Best de 1947, The Crowded Mind, ça veut dire tout simplement l'esprit embrumé, et ça décrit bien les relations presse, en tout cas la presse. En tout cas, la presse
depuis la transition digitale. C'est-à-dire depuis qu'Internet est arrivé et que petit à petit, eh bien, les médias ont changé. Il y a dans ce qu'on va appeler la presse une multitude de médias qui produisent une multitude de contenus. Podcasts, blogs, vidéos, articles, à la fois papier ou évidemment sur Internet, créent une forme de bruit. On pourrait dire un bruit, c'est-à-dire beaucoup d'informations dans lequel nous, artistes, nous sommes d'une certaine manière un peu perdus et faire entendre sa voix, ce serait peut-être déjà ça, l'idée de bien gérer ses relations presse et comment je vais pouvoir faire entendre mon travail, c'est-à-dire lui donner un peu de visibilité, non pas pour vendre, mais bien pour qu'on puisse regarder une exposition ou même aller sur votre site. Ainsi, on avait vu lors de la dernière conférence sur les sites de vente en ligne que la mutation digitale, la transition digitale avait été réalisée et accélérée avec le Covid, et que maintenant, on peut dire qu'on consomme plus d'informations en tant qu'utilisateur sur Internet que même peut-être à la télé ou tout simplement dans les bons vieux journaux. Ainsi, il y a eu un changement on est passé d'un média, c'est-à-dire l'idée de la définition du média, c'était de dire c'est un journal, à une marque. Et quand vous avez des médias, eh bien, ça désigne le fait de produire de l'information, quel que soit, sur quelque support qu'il soit. C'est-à-dire podcast, vidéo, réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, le terme média qu'on va utiliser, c'est bien pour dire que c'est plus une marque, une ligne éditoriale qui peut se décliner sur plusieurs médiums. Ça va être important puisque quand on va penser à ces relations presse, on va justement essayer de lister ces différents médiums, essayer de comprendre tel ou tel type de ligne éditoriale par rapport à une marque de médias. Ainsi, en posant ce repère, on cherche à casser la représentation du journal traditionnel que serait Art Press, par exemple. C'est une revue qui a une forte notoriété, mais qui n'a peut-être pas beaucoup d'audience. Et cette distinction est importante quand on va réfléchir à sa stratégie presse, c'est-à-dire quelle audience on veut, qu'est-ce qu'on cherche quand on va contacter des médias. Eh bien, c'est de faire la différence entre certains médias qui peut-être n'ont pas beaucoup d'audience, n'ont de la notoriété, et d'autres qui ont énormément de notoriété. Et on peut le voir d'ailleurs dans une réflexion qu'on va pousser ensemble, que finalement, même votre Instagram ou l'Instagram d'autres artistes ou même d'autres personnes devient un média. Et la hiérarchie qu'il y avait entre des circuits d'information, c'est-à-dire j'ai un journal papier et donc d'une certaine manière je peux décider qui je publie ou pas, eh bien, est complètement chamboulé avec Internet, puisque vous avez des artistes, et je prends JR, qui a 1,5 million d'audience, c'est-à-dire 1 million de personnes, un peu plus d'1 million de personnes donc, qui peut le suivre. Et lorsque JR va publier quelque chose, d'une certaine manière, c'est un média, puisqu'il a une grande audience. Et donc, on voit aussi ce problème du crowd in mind, c'est-à-dire de la multiplication des signaux sur Internet, puisque tout le monde devient, d'une certaine manière, média. Ça n'arrange pas nos affaires quand on va essayer de penser une stratégie, mais ce sont des repères à prendre en compte. Et donc, on va essayer comme ça de changer les représentations de ce qu'est la presse. Ainsi, Catherine Trottmac le dit, télévision et radio publique sont de plus en plus confrontées à une sorte de double concurrence, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir de l'audience, et que finalement, les recettes commerciales par la publicité ou la vente de programmes est plus difficile. Ainsi, on va identifier différents types de médias et on peut se rappeler avant ça cette fameuse règle des 1, 9, 90. Quelle est-elle? Elle dit la chose suivante, c'est que sur Internet, de manière même globale, mais principalement sur Internet, un seul % des utilisateurs produisent du contenu original, c'est-à-dire de nouvelles photos, de nouveaux articles. 9% relaient du contenu et le reste le lit en silence. Ça veut dire que dans ces 10% d'actifs qui produisent, donc qui sont des médias, des journalistes ou même des influenceurs, on va voir les catégories, et ceux qui les relaient,
qui sont en fait les mêmes, eh bien, vous avez finalement une minorité. C'est intéressant de voir aussi qu'il va y avoir des médias qui n'ont pas fonction à produire du contenu, mais à relayer de l'information. Ça va être intéressant. Ce sont encore des repères qu'on va utiliser parce que quand on va faire des documents de type dossier de presse, j'y reviendrai, eh bien, c'est important de le savoir puisqu'il y a peut-être des sites qui vont juste référencer notre information. Alors, ce que je vous propose, après cette petite introduction théorique, c'est tout de suite de voir des cas pratiques. La première chose, c'est ce cas des agendas en ligne qui sont une forme de presse gratuite qui relaient de l'information, qui vont même agréger de l'information. Pourquoi c'est important de comprendre le fonctionnement de chaque type de média? Parce que ça nous permet de mieux communiquer ou en tout cas de mieux le contacter. À quoi servent les agendas en ligne ou plutôt comment les agendas en ligne vont utiliser les données pour être en tête du référencement Google? Eh bien, là, le principe, c'est que vous allez avoir énormément, et ça dans l'annuaire qu'on pourra vous envoyer, eh bien, on en a listé quelques-uns. Vous avez énormément de sites qui proposent aux internautes d'eux-mêmes référencer leurs actualités, et notamment les vernissages. C'est le cas, par exemple, de Paris Art, ou de Slash Paris, ou de One Arty Minute, ou même de Point Contemporain. Pourquoi cette proposition est gratuite? Parce qu'en réalité, le principe de ces sites, c'est d'agréger un maximum de contenu pour avoir beaucoup de référencement. Alors, bien sûr, la notoriété de ces sites, c'est-à-dire le fait d'être référencé sur ces sites, n'est pas très grande, mais en même temps, ça vous permet d'avoir un référencement Google. Et donc, ça peut être intéressant quand on va planifier peut-être une communication autour de son exposition, eh bien, de commencer à référencer certains vernissages sur ces sites. Ça peut garantir quelquefois des visiteurs qu'on ne connaît pas. Donc, on va avoir ce type 1, je dirais, c'est des sites qui sont médias, bien sûr, mais qui sont là pour relayer du contenu et non produire du contenu original. L'autre chose, et là je fais une parenthèse, c'est que quelquefois, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir sur certains sites, ou même d'être, je dirais plutôt, démarché sur Internet ou par mail, des plateformes ou des comptes Instagram qui vous demandent contre rémunération de faire un article. Il faut bien comprendre les termes de l'échange, ce qu'on pourrait appeler les termes de l'échange, c'est qu'à partir du moment où vous payez, eh bien, d'une certaine manière, vous allez avoir un publi-reportage. Et là encore, il est rarement utile de payer pour des articles si vous n'avez pas une stratégie générale, c'est-à-dire si vous n'avez pas l'idée de payer régulièrement des articles pour créer une sorte de diffusion, de communication avec un peu de notoriété. Je m'explique, c'est-à-dire que si ArtSale, par exemple, vous propose contre rémunération de publier une de vos toiles sur son compte Instagram, si c'est fait une seule fois, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, quand vous êtes démarché, on peut voir avec parcimonie, quand on est démarché par des médias pour faire du publi-reportage, donc du contenu contre rémunération, il faut quand même réfléchir et se poser la question, plutôt se poser la question, mais est-ce que ce sera qu'une seule fois ou est-ce que j'investis dans une stratégie d'achat, on parle d'achat d'espace, pour pouvoir faire connaître mon travail. Si vous ne rentrez pas dans une stratégie d'achat d'espace régulière, souvent, ce n'est pas forcément utile. Ainsi, un achat de médias, c'est ce qu'on appelle un achat de médias ponctuel, ne s'inscrit dans aucune stratégie et donc, souvent, n'a pas vraiment d'utilité. L'autre chose, c'est que dans cette mutation, puisque là, on est en train de faire les types de médias, on est en train de se donner des repères pour pouvoir après mettre en place sa propre stratégie, une stratégie adaptée à soi, quand on regarde l'évolution qu'il y a eu, le problème de beaucoup de médias, c'est évidemment le financement. On avait vu que certains médias vous proposent des articles contre rémunération, c'est bien qu'il y a un problème de financement. C'est intéressant de voir que certaines agences, qui sont des agences de communication, font aussi journal, ou ont aussi un média. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas vous faire payer, mais ce sont souvent des blogs d'entreprise. Je prendrai d'autres exemples que celles que vous voyez là, comme le TAFMAC par exemple, qui est une agence de communication événementielle, mais qui va aussi faire des articles. Et donc, on peut très bien
voir dans ces mutations, à l'image de l'homme qui saute de Velikovic, eh bien que dans ces mutations, il y a des entreprises qui vont avoir du média pour se faire connaître ou pour vendre leurs services. Vous pouvez très bien les contacter et c'est quelquefois plus facile d'avoir un article de leur part, puisque s'ils accrochent à votre exposition, par exemple, ils le feront volontiers. C'est une sorte d'échange de visibilité. Le fait d'écrire sur les artistes, eh bien, finalement, c'est se donner une caution, et là je mets des guillemets, une caution cool. Donc ça, c'est l'exemple du TAFMA, qui est aussi média agence et qui fait des DJ sets, qui fait aussi de la musique, en plus de faire la promotion d'exposition. Donc il est totalement possible, dans ce cas, sur cette figure, de proposer une collaboration en échange de promotion de services de l'entreprise. Il est aussi facile de contacter ces agences de communication qui font aussi médias pour eh bien, avoir une identité un peu différente, eh bien, de proposer des collaborations quand vous avez une exposition collective. On va le voir, ça peut être très intéressant quand vous avez une exposition collective, évidemment, de faire un dossier de presse et de leur envoyer. Parce que quand vous faites une expo collective, souvent, vous avez la possibilité d'inviter beaucoup plus de monde. Donc là, c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant. L'autre chose, c'est qu'on voit des médias traditionnels, ou enfin, en tout cas, comme Artistic Réseau, par exemple, qui étaient de purs médias, qui deviennent aussi des entreprises qui proposent d'autres services. Donc là, on a plutôt une origine du média qui a dû se diversifier pour trouver eh bien, son équilibre économique et qui va aussi proposer, par exemple, de vendre des œuvres d'art. Donc là aussi, ça peut être intéressant d'identifier ces sites, on pourrait les retrouver dans les annuaires, pour aussi les contacter. Dans ce cas, ce que vous pouvez proposer, c'est quand vous démarchez ces entreprises qui sont aussi des médias, qu'elles soient d'abord à l'origine une entreprise ou d'abord à l'origine un média qui s'est transformé en une entreprise de service, eh bien vous pouvez déjà les contacter pour formuler en une phrase, quand vous les contactez, la nouveauté apportée par votre travail. Dans les mails de prise de contact avec ces médias en ligne, eh bien, ce qu'on peut conseiller, c'est d'être souvent très bref. Un mail court a plus de chances d'être lu et de mettre en pièce jointe peut-être une ou deux photos, l'affiche déjà de votre exposition et peut-être le dossier de presse. On va y revenir, on va voir comment on peut le structurer. Le lien vers un Instagram, ce qu'on disait, une phrase toute simple ou quelques images de qualité peuvent suffire puisque la plupart du temps, les journalistes vont parcourir rapidement le mail et garder en tête quelquefois ce que vous faites. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi en fonction de du cycle de publication du média, puisqu'on a des médias qui vont mettre du temps à écrire des articles et d'autres qui sont très rapides. Eh bien, on peut voir que il faut solliciter souvent beaucoup de fois ces journalistes qui viennent en fait de médias traditionnels ou plutôt de blogs d'entreprises. Eh bien, ça vaut le coup de faire des rappels. Hein. Le fait de relancer beaucoup de fois dans la gestion des relations presse n'est pas du tout rédhibitoire, bien au contraire. Ainsi, vous avez évidemment de la notoriété avec certains médias, je pense à FOMOVOX ou ArtPress, mais qui n'ont pas forcément d'impact au niveau économique ou même d'impact au niveau de l'affluence que vous pourriez avoir sur un événement quand vous décidez de mobiliser ou d'avoir une stratégie presse. Par contre, ce sont des articles, si jamais on fait des articles sur vous, qui peuvent rentrer dans un CV. Donc, c'est ce qu'on va appeler des articles importants où un curateur, un critique d'art a pris le temps d'écrire. Donc, ça, c'est vraiment autre chose. C'est un autre type de médias. Ce sont des médias où les textes sont plus longs. Et donc là, on peut même, dans certains cas, eh bien, mettre dans son CV qu'il y a eu des articles. Évidemment, si ce sont des blogs où les articles sont faits rapidement, eh bien, on ne va pas forcément le mentionner dans son CV. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre différents types de médias et différents types d'écrits ou d'informations autour de votre travail. Et donc, cette distinction peut être faite de la manière suivante. Vous avez des agences ou des entreprises qui ont un blog et qui vont, d'une certaine manière, avoir un bon modèle économique, et d'autres qui ont un modèle économique peut-être plus précaire,
mais qui ont une sorte d'estime, une reconnaissance d'estime par rapport à leurs articles, ce qu'on va appeler un capital symbolique. Donc là aussi, on peut faire la distinction entre ces types de médias quand on va faire sa stratégie. Alors, ce qu'on voit et ce qu'on disait, c'est qu'il y avait maintenant un éclatement des hiérarchies traditionnelles dans la production des médias, puisque si JR est d'une certaine manière un média, au même titre qu'Art Press, c'est bien qu'il y a eu une sorte d'horizontalité qui s'est créée. C'est ce que dit typiquement le directeur du pôle de communication d'une agence, Will, Charles Cara, et qui dit la chose suivante: chaque individu est devenu un média, l'entreprise aussi, au même titre que l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi pour nous qu'on peut non pas contacter FOMOVOX ou ArtPress directement, mais contacter le journaliste. Et oui, puisque l'identité du média change et que tout le monde peut devenir médiatique, c'est-à-dire produire de l'information ou du contenu, on peut non pas contacter une rédaction, mais contacter un journaliste qui souvent a un blog, on le verra, ou qui va avoir une page Instagram et qui pourra relayer vos informations. Et d'une certaine manière, cette évolution qui est présentée par Charles Cara, c'est de dire que c'est le journaliste qui fait le média. Et là, on peut se dire que cette identité qui évolue à l'image de l'œuvre d'Harpé Dubois, qui est comme en construction, cette identité mouvante du média nous fait dire, quand on voit que les journalistes deviennent des médias à eux tout seuls, qu'on peut contacter des influenceurs qui seraient aussi des marques de médias ou qui seraient aussi des journalistes. Et donc, vous avez énormément d'influenceurs ou de petits journalistes, petits pas au sens de leur production évidemment, mais au sens de leur audience, qui vont avoir une audience très ciblée. On va parler d'audience engagée, quand ils n'ont pas forcément une grande audience, mais une audience qui les suit avec plaisir. Eh bien, vous avez souvent une seule personne derrière des petits comptes Instagram. C'est le cas par exemple de Vox Omega, qui propose des vidéos, qui fait des vidéos d'artistes d'interview par passion, ou d'interviews comme Las Glinglin, ou même aux Quatre Coins des Arts. Vous en avez énormément, et en les identifiant, notamment sur Instagram, en lançant des recherches, en essayant de voir avec qui ces comptes sont connectés sur Instagram, eh bien, vous allez pouvoir trouver une myriade d'influenceurs. On va voir d'autres techniques pour les trouver, mais une myriade d'influenceurs qu'on peut contacter directement pour les inviter à votre exposition, soit directement via Instagram, soit en trouvant leur mail, toujours grâce à Instagram et en leur envoyant un dossier de presse. Pourquoi c'est intéressant? Même s'ils ne se déplacent pas, eh bien, c'est qu'ils entendent parler de vous. Et souvent, on peut avoir une relation, je dirais, directe avec ces journalistes. Et ça peut être aussi très agréable, puisque une relation avec une relation presse, une relation avec le journaliste, et c'est peut-être aussi le sens du mot gérer, eh bien, ça se fait sur le long terme par des messages réguliers. Ainsi, sur Instagram, vous pouvez trouver c'est une forme de magnifique annuaire où vous avez à la fois, en rentrant des mots-clés comme interview, magazine, art, vous allez trouver énormément de chaînes, mais aussi en regardant dans l'annuaire qu'on peut vous envoyer, vous pourrez retrouver chez ces journalistes ou influenceurs des personnes qui, gracieusement, vont relayer vos informations parce que c'est leur passion. Ils sont souvent plus réactifs que des gros médias. Si vous contactez Le Monde, ce sera plus difficile. Réactifs et bienveillants. Et puis, ces personnes, souvent, collaborent, on verra, avec plusieurs médias ou plusieurs blogs. Si vous voulez les trouver sans passer par Instagram, vous pourrez aussi évidemment regarder les ours des sites comme FOMOVOX et aller regarder directement en identifiant dans les ours de sites comme FOMOVOX ou comme ArtPress ou même comme Artention, regardez dans les ours et aller chercher sur Instagram le nom de ces artistes pour les contacter directement et ne pas passer par le chef de rédaction du journal. Donc ça, c'est aussi une possibilité quand on va essayer de lister les personnes qui pourraient être intéressées par notre actualité. Vous avez évidemment aussi des collectifs de
curateurs ou de critiques d'art. L'Association internationale des critiques d'art, c'est aussi une sorte de collectif avec énormément de personnes qui écrivent, qui produisent, qui se déplacent dans les expositions. C'est peut-être l'AICA, c'est peut-être la première association de passionnés d'art, donc ça vaut le coup peut-être d'aller les voir, en tout cas de les contacter. L'autre chose, quand on a comme ça identifié certaines personnes, c'est évidemment d'utiliser la technique du tiers de confiance. C'est évidemment beaucoup plus facile quand vous avez des personnes qui peuvent vous présenter à un critique, un commissaire, un blogueur, qui vont présenter votre travail, que vous pouvez aussi les rencontrer évidemment dans des vernissages. Hein, donc ça vaut le coup de se déplacer ou en tout cas d'être présenté par quelqu'un d'autre. Évidemment, ça facilite la lecture de l'information. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter, même si vous n'avez pas de réponse, à envoyer régulièrement. L'autre chance quand on va essayer d'avoir de la visibilité auprès de ces influenceurs sur Instagram, donc là c'est spécifique à Instagram, cette partie, eh bien c'est quand vous avez une expo collective, de faire des posts en collaboration. C'est-à-dire que tous les artistes vont poster la même chose, vont avoir le même post, ce qu'on appelle un post en collaboration. Et donc là, vous avez plus de chances d'avoir de la visibilité auprès des personnes qui sont passionnées par l'art, donc on va dire par exemple les journalistes, les critiques ou les influenceurs. Alors, on peut aussi, j'allais dire, passer le stick, c'est se poser la question, puisque maintenant, chaque individu peut devenir un média, soit en étant lui-même journaliste dans plusieurs journaux, ou en étant influenceur, c'est-à-dire en étant journaliste pour lui-même, en publiant sur son blog ou tout simplement sur son compte Instagram. Eh bien, on peut se poser la question, allez, passons le Styx à l'image de cette nature morte photographiée Darwin Penn, eh bien, de se dire si finalement, ce n'est pas aussi l'artiste lui-même qui, dans ce monde, dans cette mutation digitale, devient d'une certaine manière le média, puisque on en a parlé et on a fait des conférences, il y a eu beaucoup de conférences sur comment utiliser son compte Instagram. On s'aperçoit que le compte Instagram, c'est aussi d'une certaine manière un média, et le compte Instagram de l'artiste peut devenir un média. Et on voit des figures d'artistes qui sont à la fois journalistes, c'est-à-dire producteurs d'informations, pas uniquement sur eux, mais sur des thématiques qui les concernent, et artistes. Et on peut dire que dans cette mutation on devient tous médias, d'une certaine manière, eh bien, on peut mettre derrière ce masque anonyme d'Harpé Dubois la phrase suivante, c'est aussi l'artiste qui devient le média, en disant que c'était le journaliste qui faisait le média, mais maintenant c'est aussi l'artiste. Eh bien, on a de plus en plus de cas et d'une certaine manière, on voit une sorte de multiplication des fonctions. Encore une fois, ça veut peut-être dire qu'on pourra contacter des artistes qui vont relayer vos informations ou faire des contenus sur vos informations, sur vos actualités. Eh bien, je prends l'exemple d'Ada Kafel. Ada Kafel est artiste et réalisatrice de podcasts. Elle a même 2 comptes. Femme artiste, artiste femme, qui est un podcast où elle va publier des rencontres. Hein, elle parle d'art et elle fait des interviews d'artistes. Elle va donc publier du contenu. Et elle est aussi artiste. Et elle a un 2e compte. Et elle fait aussi des dessins. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en dissociant ces 2 comptes, ces 2 postures, l'une de productrice d'informations, d'être dans les 1% qui produisent du contenu original sur Internet, eh bien, ce qu'elle fait, c'est que ça lui permet évidemment de rencontrer beaucoup de personnes, de constituer un réseau qui est à même, à terme, quand elle va avoir une actualité, de relayer de l'information. C'est une stratégie qu'on peut voir, où à défaut de contacter des influenceurs, eh bien, on devient soi-même producteur ou journaliste, producteur de contenu ou journaliste. Donc les choses peuvent, comme ça, être mélangées, même si là, dans ce cas-là, on va avoir une séparation. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, par rapport à votre stratégie, c'est de voir dans votre travail, forcément, puisqu'on réfléchit
et au fait que l'artiste devient d'une certaine manière le média, puisqu'il produit des formes, il produit un contenu. C'est aussi de se dire que, eh bien, si vous avez des thématiques, l'écologie, là, dans le cas d'Ada Kafel, les femmes, la féminité, le féminisme, si ça peut être, par exemple, ça peut tout simplement être l'œuvre dans l'espace public, enfin, vous voyez, vous pouvez avoir énormément de thèmes, eh bien, ça peut être de produire quelquefois des contenus en rapport, et ça peut permettre eh bien, d'intéresser d'autres journalistes qui sont en recherche d'articles sur certaines thématiques. Voyez. Donc là encore, identifier les thématiques chez soi, à défaut d'être soi-même un média, eh bien, ça peut permettre d'intéresser des journalistes. Je prends un autre exemple. On peut prendre un autre exemple. Le cas de Michael Dieudonné, artiste et créateur du musée à l'école. Eh bien, Michael Dieudonné, qui est aussi artiste, propose de faire des actions pour mettre en avant certains d'autres artistes. Et là encore, c'est une personne très très active qui répond facilement aux sollicitations. Donc on voit dans cette approche-là qu'on peut contacter aussi des pairs, d'autres artistes qui ont une approche de production d'informations, enfin, qui ont une posture où ils acceptent de produire de l'information parce qu'ils y trouvent leur compte. Eh bien, si vous avez des affinités par rapport aux thématiques que vous partagez, eh bien, vous allez pouvoir peut-être avoir des relais ou alors des articles sur vos travaux. Ainsi, il est important, quand vous allez, j'allais dire, penser à votre stratégie média, d'identifier vos sujets, les sujets dans vos travaux, sur lesquels vous pouvez prendre la parole, et peut-être penser déjà à relayer sur vos réseaux sociaux quelques articles qui vous parlent. C'est une bonne manière, en relayant sur vos réseaux sociaux des articles, soit d'autres artistes journalistes, soit d'autres journalistes, soit d'autres journaux, hein, et bien en relayant sur vos réseaux sociaux, c'est une manière aussi de prendre contact et de créer du lien, puisque si vous relayez l'information d'un média, eh bien, il a souvent tendance à regarder ce que vous faites. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir à ces mots et de voir quelle pourrait être l'application d'une stratégie média. Et donc, on va essayer de mettre en place une petite stratégie média par rapport à un cas. Et on va se donner audience à soi-même avant d'aller chercher audience ailleurs, comme dirait Alexandra David-Nel, exploratrice, qui est la première femme à être allée au Tibet. Ne cours jamais te prodiguer au dehors avant de t'être donné audience à toi-même. Alors on va se donner audience, on va s'écouter et on va essayer à partir de ce qu'on fait, de son travail, de mettre en place une stratégie. Alors, voilà ce que je peux vous proposer comme étude de terrain à l'image des photos de paysages sous-marins de Nicolas Floch de 2019. La première chose, quand on va réfléchir à sa stratégie, ça va être de définir le périmètre, sa stratégie presse. Bien sûr, on va définir des thèmes. Là, je prends un thème agroécologie, puisqu'il y a quelquefois des médias qui ne sont pas directement artistiques, mais qui vont être sur l'écologie. Si c'est dans le cadre, et là je prends l'exemple d'une exposition, si j'expose dans une galerie à Paris, eh bien, je vais essayer d'identifier la rue, puisque je vais aussi mobiliser, encore une fois, des médias, c'est-à-dire des personnes qui peuvent produire de l'information au niveau local. J'ai besoin de savoir combien dure mon exposition. Je donne un titre à cette étude de terrain, Les pensées sauvages, et un type d'exposition, c'est-à-dire c'est un solo show. Je prends, pour réaliser mon plan média, un temps de préparation de 2 mois. On va voir pourquoi ça peut être intéressant. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer un dossier de presse. Une fois que j'ai le lieu, la durée, je vais créer un dossier de presse et je vous propose, je pourrais vous envoyer d'ailleurs ce modèle de dossier de presse qui reprend un dossier de presse qu'on avait réalisé lors d'une exposition collective que nous avions fait dans nos locaux il y a quelques années. Le dossier de presse, eh bien, c'est un petit document qui réunit les informations nécessaires sur un événement ou un artiste pour rédiger des articles.
Cela permet de légitimer l'événement et l'artiste, puisqu'en envoyant ce dossier, même à des médias qui ne sont pas des médias traditionnels ou même des blogs, eh bien, vous allez légitimer, c'est-à-dire donner vraiment beaucoup d'informations pour faciliter le travail du futur journaliste ou de la personne qui pourrait écrire sur vous ou relayer votre information. Vous allez légitimer votre événement. Donc, ça peut être intéressant de se faire un dossier de presse, même quand vous n'avez pas d'événement d'ailleurs, sur vous, ce que vous faites, les activités que vous avez. C'est pas tout à fait, ça pourrait se rapprocher du portfolio, mais c'est quelque chose qui est fait vraiment pour vous présenter en tant qu'artiste. Le dossier de presse est normalement associé à un événement. On va aussi, lorsqu'on va rédiger ce dossier de presse, peut-être demander au lieu qui accueille votre exposition, à l'organisateur, s'il y a un commissaire d'exposition, ou même si vous décidez d'avoir un parrain pour une exposition, d'écrire quelques mots qui seront dans ce dossier et qui vont aussi eh bien, permettre d'engager la personne qui organise l'exposition ou qui vous soutient, eh bien, de vous valider. C'est aussi vraiment un document de légitimation qui permet eh bien, de valoriser votre travail, puisque vous proposez à quelqu'un d'écrire sur votre exposition, l'exposition qui va avoir lieu, et son nom sera dans le dossier. Eh bien, ça donne une autre dimension au dossier de presse, puisque vous n'êtes plus seul. Alors, on peut retrouver un exemple de sommaire dans ce que je vous propose. Sommaire qui est le suivant. Vous avez dans le communiqué de presse, si je reprends le sommaire qu'on a devant nous, un communiqué de presse, c'est-à-dire les informations utiles, un petit mot sur le lieu d'exposition, une présentation de ou des artistes et un dossier contact. Vous voyez par exemple sur la page qui présente l'exposition, eh bien, toutes les informations utiles. Et puis après, vous avez des textes un peu plus descriptifs de la raison pour laquelle cette exposition a lieu. Bien, mettre en page ou prendre le temps de mettre en page avant même de lancer sa communication un dossier de presse, c'est vraiment une bonne manière de gérer ces relations. L'autre chose, c'est qu'on va identifier des relais. On peut distinguer 4 relais. On va d'ailleurs s'inspirer de ce qu'on a vu par rapport à ce qu'on a vu dans les figures de médias précédents, ce qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, on va essayer de faire du lien à l'image de cette pieuvre tentaculaire de Schwingbeck. On va essayer d'identifier des relais locaux. Et quand je dis relais locaux, c'est même des relais qui sont dans tout autour, mais vraiment dans le quartier en fait, de la galerie ou du lieu d'exposition que vous avez. On va essayer d'identifier des influenceurs, c'est-à-dire des relais qui ont une audience engagée. Pas forcément beaucoup de personnes. On ne va pas chercher à contacter JR, mais on va être peut-être beaucoup plus spécifique, enfin en tout cas, je veux dire, précis, en allant chercher des influenceurs qui se déplacent, qui pourraient être sensibles à vos thématiques. L'autre relais spécifique à la thématique, c'est d'aller contacter des gens qui ne sont pas forcément des curateurs ou des commissaires d'exposition, ça ce serait plutôt les relais avec une audience engagée, mais bien des entreprises, des groupes qui partagent, mettons, les thématiques de l'art et de l'écologie ou juste de l'écologie. Et puis après, rien ne m'empêche d'envoyer mon dossier de presse avec, là, ça va être quelque chose de plus compliqué pour faire se déplacer un journaliste ou pour avoir des articles, eh bien, des journaux nationaux. Alors, voilà quelques exemples. J'ai identifié sur mon exposition à Paris, en plus des sites que j'avais cités précédemment, eh bien, d'autres agendas gratuits comme Alentour, Culture ou Sortir. Et puis, je vais essayer eh bien, de demander à des partenaires d'inscrire mon événement dans la newsletter. C'est le cas, par exemple, de la Galerie au 15 qui est dans le 11e arrondissement. Eh bien, je vais peut-être demander à la mairie de m'inscrire dans la newsletter mensuelle de la mairie, surtout si le lieu est connu. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire évidemment en amont. Donc voilà, donc premier relais local, je référence je vais référencer mon événement et puis après, je vais inscrire mon événement, demander à des partenaires peut-être de relayer mon événement dans leur newsletter. Donc là, c'est très local. Et puis, je prends l'exemple encore une fois de cette petite galerie au 15, ce laboratoire d'artistes, qui a même fait un partenariat avec un restaurant à côté qui expose aussi des œuvres de la galerie et qui peut faire des relais, dans ce cas, sur son compte Instagram ou Facebook.
Donc vous voyez, on peut comme ça créer une sorte de petit effet médiatique, tout simple, au niveau local, et ce sont des contacts qu'on va garder et donc on va pouvoir entretenir régulièrement dans des communications ultérieures, notamment en ayant une newsletter, par exemple. On peut aussi identifier ce qu'on va appeler l'audience engagée, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de followers, mais qui sont passionnés par l'art et qui s'adressent à des gens qui sont dans l'art. Alors là, par exemple, vous les trouvez sur Instagram ou LinkedIn. Vous pouvez les trouver notamment en allant sur LinkedIn et en regardant des anciens de l'USA ou de l'ICAR. Ce sont des écoles qui forment les futurs curateurs ou commissaires d'exposition, qui, en fait, souvent vont aussi avoir des blogs. Et puis, vous pouvez très bien contacter Axel Delorme, qui est influenceuse. Axel vous parle d'art, qui écrit elle-même. Donc là, c'est typiquement le cas qu'on avait vu de ces journalistes qui écrivent, journalistes / influenceurs, qui ont à la fois un compte Instagram et qui écrivent sur plein de blogs ou plein de journaux. Et puis, c'est le cas, par exemple, d'Axel. Donc, vous pouvez aussi voir ça. Et puis, on peut, dans l'idée de travailler avec des entreprises, eh bien, proposer à certaines associations qui font des médiations, des visites de galeries, qui organisent des ateliers, eh bien, pourquoi pas de venir vous voir. C'est le cas, par exemple, d'Artora. Artora est une agence qui propose des conférences autour de l'art. Eh bien, vous pouvez très bien les contacter à l'occasion de l'organisation de votre exposition. C'est un bon alibi, c'est une bonne alibi pour justement créer des nouveaux liens. Et donc, Artora, c'est typiquement le cas d'entreprises qui sont souvent sous forme associative, mais ce sont des entreprises qui peuvent se déplacer pour rencontrer des artistes et peut-être travailler avec eux. Donc, c'est le cas, par exemple, d'Artora. Et donc, dans ce cas, dans ma stratégie média par rapport à mon idée de mon exposition Les Pensées Sauvages, qui serait une exposition d'un artiste qui travaille sur l'art et l'écologie, eh bien, je peux très bien contacter Artora ou ses influenceurs après avoir fait mon travail de référencement au niveau local. C'est le relais avec audience engagée, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. L'autre chose, ça va être de trouver des relais spécifiques à certaines thématiques et pas uniquement à l'art, puisque dans le relais engagé, ce sont des gens qui adorent l'art, qui n'ont pas forcément de thématique précise. Et là, le relais spécifique, c'est plutôt par rapport à ma thématique. Je vais donc contacter, grâce à mon dossier de presse, eh bien, peut-être des entreprises qui travaillent sur l'écologie. Je prends le cas de Carbo, qui permet de faire son bilan carbone, mais qui a aussi un blog très actif, un peu comme le TAFMAG qu'on avait vu précédemment, où il y a des entreprises qui ont aussi une production médiatique pour vendre leurs services. Et bien là, c'est exactement le cas de Carbo, qui est un site qui propose des bilans carbone, mais qui va aussi avoir un blog sur l'art. Une manière de communiquer, donc vous pouvez très bien les contacter. Et puis, vous pouvez aller dans l'AICA, AICA France, donc l'Association internationale des critiques d'art, et là, vous pouvez très bien trouver des personnes qui écrivent sur les thématiques de l'art et de l'écologie. C'est le cas, par exemple, de François Salmeron, qui a aussi son site et qui publie des articles sur son site, donc on peut très bien le contacter. Ça, c'est un exemple. Vous avez la liste de tous ces journalistes membres de l'AICA sur le site de l'AICA, donc c'est une bonne manière de préparer sa campagne presse et de commencer à rentrer en relation. Évidemment, chaque exposition est l'occasion de se constituer comme ça une sorte de base de données qu'on va entretenir, gérer justement, en envoyant régulièrement, peut-être 4 fois dans l'année, eh bien, du contenu, c'est-à-dire des nouvelles sur vos actualités. Et puis, c'est aussi l'occasion de les identifier pour les suivre sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux. Je terminerai avec un relais national. Donc là, ce sont évidemment des médias sur l'art qui ont une forte notoriété, qui sont peut-être plus compliqués à aller chercher. C'est le cas de Manifesto 21, de FOMOVOX, d'Art Interview, et qu'on va tout de même contacter un peu par acquis de conscience, mais la relation va se faire sur le long terme. On peut le faire régulièrement, et puis il faut toujours voir quand même, avant de contacter ces journaux, si vous êtes dans la ligne éditoriale du journal
et si regardez un petit peu le type d'articles qui sont produits, sur quel type d'exposition. Comme ça évite de perdre du temps. Évidemment, si l'exposition que vous faites est à une audience, on va dire, ou un impact très local, on peut se poser la question de contacter certains médias qui ne vont pas forcément écrire sur vos travaux. C'est le cas, par exemple, du Monde. Ce n'est pas forcément adapté. Il faut que ça reste pertinent. Alors, on parle aussi souvent, et je terminerai sur cette réflexion de se dire, mais finalement, on a vu tout ce que ça voulait dire, la presse, on a vu la complexité de lister peut-être des journalistes qui correspondent à vos travaux, et puis d'entretenir une relation en les contactant régulièrement sur Instagram, en n'hésitant pas à les relancer plusieurs fois quand vous avez une actualité, en relayant du contenu d'autres médias sur vos réseaux sociaux. Donc on a vu toutes ces techniques. On peut se dire que finalement, eh bien, ce serait plus simple d'avoir un attaché de presse. Alors, à l'image de cette licorne de Raphaël du début du XVIe siècle, on peut se poser la question du miracle. Est-ce que l'attaché de presse ne serait pas une solution miracle, au fond? Eh bien, il faut peser le pour et le contre. Ce n'est en rien une solution miracle, bien sûr. Solution qui, d'ailleurs, qui coûte par mois quand même environ aux alentours de 2 000 €. Ça dépend évidemment de la prestation, mais quand même. Et j'ai listé quelques attachés de presse. Alors, vous avez par exemple des attachés de presse quasiment freelance, comme Alexandra Bénichou, ou des agences presse, relations presse qui sont plus connues, comme Fitz & Co, et d'autres qui sont spécialisés, comme Favori ou l'agence Verbatim, ou même Communicart. Eh bien, pourquoi ça peut être quelquefois un coup d'épée dans l'eau? Tout dépend du réseau, évidemment, de l'attaché de presse, de sa pertinence. Donc, si vous décidez d'investir ce prix par rapport à un événement, il faut que l'événement ait aussi un potentiel pour attirer les médias. Et quelquefois, si vous n'avez pas le contenu nécessaire, à la fois dans l'actualité ou dans l'ampleur de l'événement, eh bien, l'attaché de presse, même si il vous prend comme client, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, il faut bien évaluer si ça vaut vraiment le coup. Et donc, quelquefois, ce n'est pas forcément utile de dépenser 2 000 €. En tout cas, ce ne sera pas une solution miracle. Mais si vous avez un lieu prestigieux, alors il faudrait définir évidemment ce qu'est le prestige. Si vous êtes en lien peut-être avec énormément d'artistes et que vous décidez, mettons, d'organiser une très grande exposition collective, alors on peut se poser la question. Justement, ça peut devenir intéressant souvent d'aller chercher un attaché de presse. Alors, pour réfléchir sur la manière dont on va gérer une fois que vous avez fait ces listes, une fois que vous avez on a identifié les différents types de médias, on a vu comment on pouvait tirer parti justement des différents relais d'information ou producteurs d'informations qu'on pouvait connaître en fonction évidemment du profil de son travail, en fonction de type d'événement qu'on va faire. Eh bien, cette gestion va se faire sur le long terme. On garde en tête qu'un événement permet souvent de rentrer en contact et après de rentrer la personne dans sa base mail ou sa base de contact. D'ailleurs, on va peut-être se faire dans son carnet d'adresses un groupe comme ça, contact presse, ou relation presse au sens large. Et il faut garder en tête que ça se fait sur le long terme et ce n'est que la condition qui va nous permettre d'avoir un moment un peu d'article sur son travail ou du relais, comme on l'avait vu en début d'introduction. Et on peut terminer sur ces mots pour se dire qu'il faut aussi avoir une forme de créativité dans la manière de contacter les personnes pertinentes. Créativité sur deux aspects. La première, c'est évidemment sur la manière de prendre contact. Et la seconde, c'est sur les gens. Puisque tout le monde est média, il faut aussi se poser la question, mais qu'est-ce qu'on attend quand on fait une exposition, quand on veut des articles sur son travail? Notoriété, audience, ce sont deux choses qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on attend? C'est aussi, est-ce qu'on décide d'avoir beaucoup d'audience ou juste commencer la relation, vous voyez? Tout ça, ce sont des variables
qui demande une forme de tact, et c'est peut-être l'objet de cette citation de Vasari, un des premiers finalement considéré comme le père de l'histoire de l'art, qui écrit les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes en Toscan, et qui dit la chose suivante. Une certaine liberté il parle de l'artiste, qui sans être entravé par la règle ne devait pas la transgresser et ne devait pas entraîner de confusion ni compromettre l'ordre. Une grâce qui excédait la mesure. S'il part des artistes du Quattrocento, d'une certaine manière, Vasari parle aussi du tact. Et c'est toute la difficulté quand on va essayer de trouver des journalistes. Ça va être de justement avoir une approche très très fine. Plutôt que de faire du volume et d'envoyer à plein de journaux un peu massifs comme ça, des journaux qui ont une grosse audience, peut-être d'aller chercher des influenceurs, des journalistes qui sont seuls et essayer de créer comme ça une relation. Et c'est ce tact qui va être aussi dans la manière d'entretenir la relation, en relayant quelquefois du contenu que ces journalistes vont produire, qui peuvent être en lien avec vos thématiques, en relayant le contenu d'autres artistes. Eh bien, c'est comme ça que vous allez pouvoir, d'une certaine manière, avec tact, commencer une relation et la gérer dans le temps. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, il n'y a pas eu énormément de questions, mais c'est assez habituel sur des thématiques aussi, précises, parce que finalement tu réponds, assez rapidement aux questionnements qu'on pourrait avoir. Alors il y en a quand même, hein, je vais les poser. On va pouvoir discuter un petit peu du coup. Hem, alors je vais essayer de faire comme d'habitude, de partir sur des choses, plus globales et puis au fur et à mesure d'aller sur des choses, peut-être plus précises. Comment tu définirais avoir une grande audience et avoir une bonne audience, pour résumer? Oui, c'est une bonne distinction. Donc, par Je t'en exemple, prie. si je fais des choses scandaleuses, c'est un peu ce qu'on voit dans les médias avec la polémique. L'art de la polémique dans les médias, c'est souvent une manière bien d'attirer l'attention. On avait vu que la difficulté dans le monde médiatique, le monde de l'information, c'est d'attirer l'attention. Quand nous, on produit des œuvres, on peut les mettre sur Instagram, mais le drame, c'est que personne ne les voit. Donc, on peut essayer d'avoir une audience, des gens qui vont, par exemple, être un peu provoques. Et si je passe sur, peut-être que vous connaissez cette émission Touche pas à mon poste, eh bien là, il y a une grande audience. C'est pas forcément une bonne audience, vous voyez. Une bonne audience, ce serait une audience où il y aurait une forme, un article qui serait un peu plus long, mais qui serait peut-être lu par moins de personnes, mais qui porterait, qui légitimerait un petit peu votre posture, ou qui comprendrait, je dirais, votre travail avec un peu plus de finesse. Et ça donne souvent des articles, peut-être, qui sont publiés sur des blogs où il y aura 50 personnes qui vont les lire, mais qui sont des articles un peu plus fouillés. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant dans la gestion de ces relations presse d'aller chercher, par exemple, sur le site de l'AICA, des personnes qui vont écrire ou qui vont être intéressées par vos thématiques et qui vont publier un article sur leur blog qui en plus, ça c'est typiquement le genre d'article que vous pouvez après citer dans votre CV en disant que vous avez eu de la presse. Voilà, c'est la différence entre bonne, je dirais, on va dire, où il y a une forme d'estime, de reconnaissance, et large. OK. Par exemple, sur Instagram, tu avais déjà fait, un peu le distinguo entre le nombre de likes et le fait d'avoir un public qui est impliqué en posant des questions. C'est ça. Donc là, de toute façon, c'est un peu la même réflexion. Il vaut mieux, 200 personnes qui sont réellement intéressées qu'un public large, mais qui va survoler sans jamais venir voir quoi que ce soit. Par exemple. En tout OK. cas, c'est quelquefois même paradoxalement plus facile de contacter des personnes qui ont une audience peut-être engagée, c'est-à-dire qu'une Mmh. petite audience, mais des gens qui vraiment répondent. Enfin, si vous contactez un influenceur ou un critique, Mmh. des fois, eh ben, on a plus de résultats comme ça. Ça peut être ça. D'accord. Et à partir de quand on peut considérer qu'une personne est un influenceur?
Et quelle Alors, serait ta définition? ouais, Quels sont les critères, en fait, pour savoir que la personne a réellement de l'influence? ouais, alors, c'est assez compliqué et en même temps très simple, c'est mathématique. Alors, certaines agences vous disent: «Vous êtes nano-influenceur à partir de 10 000 Mmh. abonnés sur Instagram. Mmh. Vous êtes un tout petit influenceur, un micro-influenceur, c'est Mais au-dessus de est-ce que nano, c'est à partir différent de». dans le monde de la mode ou de la beauté que dans le monde de l'art, du coup? Ou c'est les mêmes critères? Qu'est-ce que Enfin, je veux dire, par exemple, on a en tête les influenceurs qui vont vendre, du rouge à lèvres, un maillot de bain, ah oui, 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 voilà. c'est pas les mêmes critères dans notre secteur, Voilà, c'est beaucoup OK, plus modeste, ouais, effectivement. d'accord. Donc on est Ah ouais. 10 000, c'est Bah, vraiment pour le typiquement, secteur art visuel, enfin ouais, c'est artistique. déjà énorme. En D'accord, fait, OK. quelqu'un avec 3 000 abonnés, par exemple, le Mmh. musée pour tous, le musée à Oui, l'école de oui, Michael Dieudonné, c'est déjà énorme, en fait. d'accord, C'est déjà beaucoup. OK. Et donc à part le nombre d'abonnés, les autres critères qui font dire que cette personne est vraiment influenceur dans l'art, ça serait les personnes qui suivent son compte, par exemple? Exactement. Alors, c'est les personnes qui suivent son compte, par exemple, et regardez le nombre de likes sur les posts. D'accord, Qu'on va appeler l'engagement, le taux OK. d'engagement. C'est-à-dire que si vous avez un compte Instagram avec un influenceur qui vous dit bah, j'ai 20 000 abonnés, Mmh. donc si tu me donnes de l'argent, je te fais un post. Donc déjà là, c'est Mmh. suspect. Oui. Et si en plus vous regardez que le nombre de likes, c'est 10 likes par post alors que la personne a 20 000 abonnés, c'est qu'il n'y a pas un taux d'engagement qui est très fort. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, il est probable que ce sont des abonnés fictifs qui ont été Mmh. achetés. OK. Même si c'est un peu moins courant, j'ai l'impression ces temps-ci, mais C'est beaucoup moins courant, ouais, mmh, effectivement. d'accord. Hem Et est-ce que ça vaut vraiment le coup, du coup, de se rapprocher, alors outre les influenceurs ou les commissaires d'expo, mais d'autres artistes, alors peut-être pas les «très connus» entre triple guillemets quand je dis connus, hein, Heu, mais voilà, d'artistes, peut-être, qui, sont déjà un peu installés, qui sont en entre-deux et un peu de se greffer à leur actualité, de se greffer à leur compte, de commenter, de liker comme on pourrait faire en galerie lorsqu'on va au vernissage et de se Mm. montrer, d'être présent. Alors, Ça fonctionne un peu de la même manière ou? effectivement, Charlotte, là aussi, c'est intéressant comme réflexion, c'est de voir que certains artistes vont avoir une pratique médiatique. Je m'explique. Vous avez les artistes qui vont aussi prendre le rôle de journaliste. C'était le cas d'Ada Kafel, qui a son propre podcast. Donc là, ça peut être intéressant de la contacter. Et puis, ça peut aussi être intéressant d'utiliser son compte Instagram pour relayer des actualités d'autres personnes qui vous parlent, par affinité. Et donc là, vous devenez aussi force de relais. C'est-à-dire que dans un cas, vous êtes force de proposition et vous allez contacter des artistes qui sont aussi journalistes. Et puis dans le second cas, vous allez relayer des contenus peut-être d'artistes slash journalistes ou d'artistes qui vous parlent, enfin, c'est avec qui vous avez une affinité peut-être sur les thématiques ou la production. Et donc comme ça, vous avez plus de chances à un moment que vos actualités soient relayées. Donc ça, ça peut être une bonne gestion. OK, entendu. Hem Est-ce que les collectifs d'artistes sur Instagram, alors il y a un artiste qui a un peu réagi, vivement en disant que c'était utopique parce que l'âge moyen des artistes, faisait qu'ils étaient rarement en collectif et sur Instagram et que du coup, il y en avait peut-être pas tant que ça des collectifs sur Instagram. Sur Instagram, alors les collectifs, il y en a énormément. Alors peut-être qu'ils ne sont Voilà, pas je relais juste la réaction oui, oui, d'un voilà. c'est une bonne question parce que, enfin, il y a une distinction à faire entre le collectif d'artistes en tant que tel, Mmh. qui d'ailleurs n'est pas forcément constitué en association, Mmh. et un collectif sur Instagram. Vous avez plus de collectifs peut-être de curateurs, mais en réalité, dès que les collectifs sont constitués en association, eh bien, ils vont aussi avoir un compte Instagram, ils vont relayer des choses. Je OK, pense à certains ateliers. Regardez l'atelier Bergère, par exemple, ou OK. regardez des associations qui font de la céramique. Donc vous Mmh. avez quand même, en réalité, quand même des comptes de collectifs d'artistes. Pas du tout. Peut-être il y a évidemment beaucoup plus de comptes d'artistes individuels. Ça, c'est Mmh. ouais. Oui, oui, c'est sûr.
OK. Mais c'est donc ça existe. Ça Il existe, ça faut existe, ça juste existe. bien les chercher. OK. Et d'ailleurs, dans les conférences et les webinaires précédents, on Mmh. a fait des choses sur les collectifs, notamment sur les tirages. Et donc, il y avait une liste de collectifs d'artistes qui partageaient de l'information sur leur thématique. Notamment, là, on avait parlé du tirage. Et donc, vous avez énormément d'associations, de gens qui partagent une presse et qui vont, en fait, aussi exposer, écrire des articles, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui. OK. Hem, est-ce que, il y a une réelle différence de traitement ou d'accès pour les artistes, entre des journaux, nationaux et des journaux, régionaux? Pour avoir un accès, pour, avoir un article? Est-ce que les je fais bien la distinction, avec payer une page, hein, pour Oui, oui, avoir, annoncé son expo, mais un article sous forme un peu, question-réponse quand même, qui ressemblerait un peu à une interview. D'ailleurs, il y a l'interview rémunérée, enfin, qu'on oui. paye, et l'interview qu'on n'a pas payée aussi. On pourrait encore faire plein de Bien sûr, c'est le. sous-catégories. Bien sûr. Mais est-ce que voilà, est-ce qu'on a un peu plus de chance quand on est en dehors de l'Île-de-France ou de Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, des grandes villes, hein, d'avoir une meilleure visibilité ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a Alors, plus une carte à jouer avec des paradoxalement, vous avez plus de chances d'avoir un article quand vous n'êtes pas à Paris ou dans les grandes villes. OK. Vous Mmh. avez plus de chances d'avoir un article local. Moins d'actualité, donc plus de L'Est chances. républicain, OK, par exemple. Pour ça, vous avez plus d'accord. de chances d'avoir un article papier où la personne se déplace. Mmh mh. Maintenant, effectivement, heu, non, c'est plus le lieu d'exposition qui va vous permettre, ou D'accord. l'ampleur de l'exposition qui va vous permettre d'avoir des journaux nationaux. OK, et peut-être la thématique, si elle est un petit peu, La thématique, si elle rare est ou alors pas rare, parce intrigante? qu'en fait, il y a quand même des tendances. Je dirais qu'il y a des grandes D'accord, tendances. L'arrêt d'accord. d'écologie, par exemple, c'est une tendance. Ouais, j'en Hem, parlais justement, à l'équipe. voilà, ouais. OK, entendu. Mmh. Donc oui, peut-être, on peut soit miser sur, le lieu, sur la thématique, sur la Le rareté lieu, des la thématique expositions, et parce que l'autre s'il y a pas une chose, énorme actualité culturelle, ben, forcément, on va attirer les regards. par exemple, et ce qu'on peut voir aussi, c'est que, avec quels autres artistes vous exposez. OK, Le fait d'exposer avec plusieurs artistes donc permet mutualiser. permet normalement d'augmenter la portée. D'accord. Donc peut-être miser aussi, enfin voilà, profiter parfois aussi de la renommée locale ou régionale ou nationale d'un autre artiste, ou qui prennent un peu, qui servent un peu de porte-drapeau, de Par porte-voix à exemple, l'exposition, et qu'il emporte tout le monde avec lui. OK, ouais. entendu. Hem, alors je regarde s'il y a encore des choses un peu plus générales. Hem, OK, ensuite tu parlais, alors, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un community manager, un attaché de presse? Est-ce que, enfin, c'est vrai qu'il y a un coût pour Il y tout a un coût ça. énorme, vous avez vu, donc Est-ce qu'avoir des stagiaires, c'est possible? oui, Est-ce pour, apprendre aussi, et en même temps leur donner une chance de se professionnaliser et eux-mêmes d'apprendre le métier, et que ce soit, donnant-donnant? Mais est-ce que ce sont des pratiques qui se font aujourd'hui, d'avoir un community manager ou un attaché de presse pour un artiste? alors un attaché de presse, ça coûte très cher. Donc Oui. oui, bien sûr, ce sont des pratiques, courantes, mais on va voir que souvent, c'est il y a une barrière économique. C'est-à-dire que ça coûte Mmh. quand même 2 000 € par mois, à peu près. C'est énorme. Oui, oui, tout à l'heure, tu Donc parlais un peu de coûts, voilà, donc ça exclut nécessairement beaucoup mmh mh. d'artistes et Oui, souvent, en plus, l'attaché de presse, on va la garder plusieurs mois. mmh, Donc ça OK. revient souvent très cher, donc ça exclut nécessairement, après, si vous êtes un collectif et vous décidez de vous mutualiser pour que Mmh. le collectif soit connu par attaché de presse, là c'est autre chose. OK. Ça, c'est le premier point. Après, un stagiaire community manager, ça peut être très pratique. Mmh. Attention cependant, ça prend du temps de Oui, manager le community manager, oui. surtout si le stagiaire est jeune. Et il y a des conditions. C'est qu'au-delà, je crois, de 2 mois, vous êtes obligé de rémunérer Oui. le stagiaire. Et Oui, donc, c'est entre pareil, ça c'est peut bah, après avoir. c'est une rémunération qui reste tout à fait, enfin qui est assez faible, par rapport à le coût d'un salarié, Par mais rapport quand même, mais c'est quand même un d'un salarié ou engagement d'un parce qu'il attaché de presse, faut. mais ça reste un engagement financier.
Et Et «humain» entre guillemets parce qu'il faut encadrer la personne, il faut que la exactement, personne se familiarise à votre, univers en tant qu'artiste. oui. Donc ça Faut prend un passer peu de du temps. temps. Mmh, Voilà. OK. Donc, donc là, il faut quand même, et je vois des commentaires dans le chat qui disent attention, il y a des stagiaires qui ne sont pas forcément compétents. Eh bien, c'est aussi le jeu, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui commencent. Oui, il faut aussi laisser le temps aux stagiaires Donc ça peut être, c'est de vraiment connaître, compliqué. le C'est pour oui. ça que pareil, 2 mois, ça peut être compliqué et ça peut être. Oui, un stagiaire, c'est intéressant dans le sens où lui, doit prendre ses marques, il doit aussi Voilà, apprendre, hein, en tant que stagiaire. Il est pas là que pour, c'est ça, voilà. mener à bien des tâches, il est aussi, C'est censé se ça. former. Mais c'est vrai que 6 Donc, mois, par exemple, 6 mois peut être un temps, adéquat. c'est un temps fructueux. Ouais, Voilà, les 2 effectivement, premiers mois pour apprendre et les 4 mois après pour vraiment, que ce soit une collaboration, fructueuse. OK. l'obligation de rémunérer les stagiaires, c'est à partir de 3 mois. Je crois que c'est à partir de 2 mois. Je crois que ça à partir du le 3e mois est rémunéré, quelque chose comme ça. D'accord. Heu, Je mais bon, de toute façon, un stage de moins de 2 mois, c'est quand même, c'est un peu vu le temps qu'on y passe, ouais, c'est un peu court. voilà, il vaut mieux viser sur des stages de 6 mois en général, 4 ou 6 mois. Je vois Heu, le débat sur les stagiaires. oui, oui, Dans oui, le chat, fait oui, rage. Les c'est stagiaires ça. ne sont pas des esclaves, effectivement. Non, 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 et je tiens à préciser que la MDA paye tous ses stagiaires. Je le Bon, voilà, Voilà, et on remercie tous les on remercie, stagiaires, qui ont participé, à la vie de l'association et qui nous sont venus nous donner des coups de main et à qui on a pu montrer comment fonctionnait une association, de l'intérieur. Merci à eux. je vois, Hem, alors, quid des catalogues, c'est ça? D'artistes, d'expositions? Est-ce qu'avoir un catalogue d'artistes, c'est en soi, alors un un catalogue support d'artistes, média? C'est une très grosse carte de visite. C'est c'est une carte de visite un peu lourde, je dirais. heu, C'est-à-dire avec beaucoup de mégaoctets. Un portfolio peut suffire. Le mieux, c'est quand même le dossier de presse. OK. Le c'est Alors, bah, c'est très bien, très bonne transition. C'était la question d'après. Qu'est-ce qu'on met dans un dossier de presse, en Alors, ce fait? qu'on met dans le dossier de presse, alors soit vous avez un dossier de presse sur un événement, Mmh. et dans ce cas-là, on met dans la première page les informations pratiques, ce qu'on appelle le communiqué de presse. Donc, dans le dossier, c'est toutes les informations pratiques. OK, Ensuite, une présentation du lieu ou de l'événement, pourquoi il existe, par exemple. Et là, souvent, c'est le moment où vous avez un mot de l'organisateur. OK, Ou du commissaire d'exposition qui présente un peu les artistes. Puis après, vous avez une présentation de l'artiste. Donc, vous avez une présentation du lieu et de l'exposition. Ça, c'est la personne qui rédige le texte qui va préciser pourquoi cette exposition existe, où est-ce qu'elle a lieu. Enfin voilà, c'est un peu le mot OK, d'introduction. Puis après, vous avez une présentation de l'artiste, de sa biographie. OK, Et puis entendu. après, vous avez euh, dans la page de contact quelques photos aussi. Ça peut se faire. Alors, il y a certains artistes qui vont avoir des dossiers de presse par semestre. C'est-à-dire qu'ils font un dossier avec toutes leurs actualités OK, et ils vont l'envoyer. Donc, c'est pas lié à un événement, mais c'est lié plutôt au semestre. Et ça prend la forme d'un dossier qui peut être assez élégant et qui est envoyé. d'accord, un peu comme une mise à jour de son actualité, on ferait une petite synthèse Exactement, de ce qui ouais, s'est passé le trimestre d'avant ou de ce qui se passe le trimestre d'après. Ça c'est marche dans ça, les 2 sens? c'est D'accord. ça, exactement. OK, Et de ce qui va. Alors là, c'est vraiment, il y a eu quelques actualités, mais c'est aussi ce qui va arriver. oui, OK. Oui, on peut rappeler des événements sympas, qu'on a fait, les dernières semaines et annoncer de nouvelles actualités. OK. Alors, et du coup, tu disais donc il y a le portfolio, il y a le communiqué de presse. Il faudrait arriver à formuler en une phrase la nouveauté apportée par le travail de l'artiste. Ça, c'est quand vous Heu, envoyez un mail pour ouais, contacter un journaliste ou un influenceur. c'est Il ça. faut quand même spécifier parce que si ce sont des gens qui vont être bombardés de messages, alors Mmh. quand les gens sont assez connus ou ont toujours Mmh sur. mh. Ouais, comment être impactant du coup? Comment être impactant? Eh bien, il faut montrer le caractère inédit ou original. Parce que si c'est une exposition qui se présente de manière assez, j'allais dire, conventionnelle, consensuelle, Ouais, d'accord, ou si vous déjà n'avez vu de pas nombreuses fois? Ouais. déjà vu, par exemple, eh bien, Mmh. vous allez avoir moins de chances de vous démarquer. On reprend D'accord.
Cette idée qu'on est tous saturés d'informations et de messages. Est-ce que tu as quelques exemples comme ça, de Oui. choses à faire ou à pas faire? Ou de Alors, termes ou de mots à placer ou à pas placer? le Enfin, terme, ça va être l'enjeu, c'est de montrer l'enjeu d'accord, de l'exposition. Est-ce que c'est la OK, première fois qu'on va voir telle technique? Donc OK, il y a un petit côté quand même, un peu journalistique déjà, c'est-à-dire, c'est une originalité. Quelle est l'originalité de l'exposition? d'accord. OK, là, moi, je sens qu'on va partir en rendez-vous individuel. Est-ce que c'est des choses qu'on peut voir avec toi, après le Oui, webinaire? Genre si non, un bien artiste sûr, est vous pouvez, intéressé, parce que là, ça en fait, faudrait presque regarder, hem, chaque, cas de figure oui, et que l'artiste l'adapte à son ouais, à complètement. son univers, à la série qu'il veut proposer, au lieu À qu'il vise, l'actualité aussi, à c'est-à-dire son actualité en autour, à fait, l'environnement professionnel, tu veux dire? Ou à l'actualité ouais, générale? non, D'accord. son actualité à lui, Son a à c'est-à-dire, lui, d'accord. c'est qu'est-ce qu'on met en avant, à quel moment? Donc OK, effectivement, par rapport à la saisonnalité, c'est mais quand est-ce qu'on le fait et OK, pourquoi on le fait? Donc là, il y a une réflexion à mener et donc d'accord. ça va faire que grâce à cet événement, on va rencontrer de nouvelles personnes peut-être, un peu c'est l'idée, OK, peut-être de l'exposition, peut-être des nouveaux journalistes, au sens d'accord. très large, hein, de nouvelles relations OK, presse. Ça va permettre entendu. de commencer la relation, entretenir la OK. relation. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir avec toi ou avec Arthur, en rendez-vous Oui, individuel dans ou les pas? permanences, notamment les permanences des maisons des artistes. OK. Tu nous dis comment prendre rendez-vous? Alors, Tu nous dis sur le chat, enfin, il y a quoi? Il y a une ouais, adresse mail, il y a un téléphone? Comment ouais, ça se passe? tout simple, si vous le souhaitez, hop, hop et si vous êtes membre de la maison des artistes, vous avez Ah accès oui, aux eh ben, permanences. si vous regardez ce webinaire, c'est qu'a priori vous êtes membre de l'association Voilà, et MDA. donc vous avez le droit Ah OK. à, des À heures de demander un conciergerie. rendez-vous pour voir ça? OK. Donc contact au singulier arrobase Arobase lacondamine.org exactement, et on demande un rendez-vous et on dit pourquoi. M'aider avec mon dossier de presse, m'aider avec ma diffusion, m'aider avec mon propos voilà, artistique, ce genre de par exemple, choses. OK, par exemple. et les formations dont on parlait tout à l'heure pour aller plus loin. OK, bon, bah, très bien. Hem Sachant que vous avez aussi, on travaille aussi avec un autre consultant parce que bon la Condamine c'est super, hein, on adore, mais je précise aussi que, vous pouvez en tant qu'adhérent aussi avoir des rendez-vous pour, votre propos artistique, heu, en regardant sur votre espace adhérent, à l'asso. OK. Alors, je regarde, je fais le tour des questions. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Si certains d'entre vous avaient une question, c'est le moment de la poser sur le chat parce qu'on va pas tarder à clôturer, le chat, à fermer le chat puisqu'il y a plus trop de questions. Je vérifie, hein, non, on a fait le tour des questions. Je vois que penser des journaux, Geneviève Bayle qui dit: «Que Ah penser des journaux qui nous proposent de présenter notre travail contre rémunération?» Eh oui, bien tu en as là, un petit peu parlé. oui, Mmh. on a un peu évoqué le Mmh cas, mh. si ça ne rentre pas dans une stratégie globale et régulière, c'est-à-dire s'il y a pas de récurrence sur l'achat de médias, ce qu'on appelle Mmh. l'achat de médias, Oui, c'est des articles contre rémunération, eh bien, si ce n'est pas fait tous les mois, par exemple, ça n'a pas grand intérêt. Il faut savoir que d'accord. c'est quand même très, très cher et souvent les achats de médias papier ont peu d'impact. OK. Voilà. Mmh. Puisque là, on Entendu. va pas viser la notoriété, on va viser je sais pas pourquoi je suis en grand. C'est vrai. On va pas viser la notoriété, on va viser OK, l'audience. Voilà. OK, et ah si, il y a un des commentaires tout à l'heure, je vais lire. Hem, il y a quelqu'un qui demandait comment avoir la liste dont tu as parlé, la Alors petite sur fiche, contact, ouais, alors là, je vous remets l'adresse et il y mail. aura quoi dans cette fiche, dans cette liste? L'annuaire, alors des sites qui ont été, mentionnés dans le webinaire. Vous D'accord, avez vu sur les slides et OK, vous pouvez retrouver, OK. Donc ça, c'est typiquement, le genre de choses que peuvent avoir les adhérents de la Condamine, dans le cercle, privé de la Condamine, en fait. Enfin, c'est le oui, genre d'infos que vous faites circuler à vos par adhérents. exemple, il y a aussi des voilà. D'accord, OK. OK, bah, super. Ah, une dernière question qui vient juste de tomber.
Est-ce que les publicités sur Facebook sont encore utiles ou servent encore à quelque chose? Alors, il faut faire attention avec les publicités sur les réseaux sociaux parce que quand on voit que, alors ça peut, mais encore une fois, là, il faut le faire régulièrement. Soit vous le faites vraiment, donc à fond, soit vous Mmh. le faites pas. Pourquoi? Parce que si D'accord. vous le faites un petit peu, Instagram ou Facebook se disent: «Bah, tiens, c'est un client potentiel. Cet utilisateur peut, devenir un utilisateur payant». Et Mmh. donc ils vont tendance, si vous le faites pas régulièrement, mais une fois, à même diminuer la visibilité de vos posts, si vous ne payez pas. Donc si vous commencez à payer, il faut le faire à fond. D'accord. Ah, Voilà. et je viens de trouver une autre question, pardon, que j'avais, mis de côté. Est-ce que quand on est représenté par une ou par des galeries, est-ce que les galeries aujourd'hui font ce travail de relation de presse? Oui, Est-ce que pas tous, mais une oui. vraie galerie le ferait, en fait? Bah, une vraie, je dirais pas que ce soit une Comment fausse voilà, bonne c'est quoi le débat, cri comment hein, tu comment tu voilà, comment c'est quoi une tu vraie galerie? Bon, c'est comment faut se fâcher revoir à 3 la minutes de la fin du conférence sur, webinaire? voilà, non, non, mais on pourrait, enfin, ce serait un webinaire, Mais disons qu'ils mmh, sont censés le faire parce qu'ils sont censés avoir ces contacts? alors certains ne l'ont pas quand ils commencent, les galeries qui ont moins de 3 Ouais, ans ont plus de contact, d'accord, mais généralement les galeries qui ont 10 ans, un peu plus de 10 ans, qui sont installées, d'accord. Elles ils ont sont rodées à énormément de contacts. l'exercice Ouais. Surtout et qu'en elles fait, ont un carnet. ces grandes galeries, enfin des galeries qui ont 10 ans, on va donc Ouais, les appeler des galeries installées, d'accord, qui ont un lieu par exemple, d'accord, vont aussi avoir plusieurs curateurs qui vont passer, organiser des expositions. OK, Donc ça donc elles commencent à avoir du réseau. Et voilà. entendu. Alors, je refais un tour, mais Bravo, j'ai eu un article dans un média classique, Télérama. oui, Félicitations pas Bertrand, mal. Clouet. Aurais-je dû contacter la journaliste? Bah, si vous avez eu l'article sans la contacter, c'est vraiment Oui, oh, génial. La un vraie petit merci après Oui, et lui envoyer ça votre c'est actualité pour par entretenir exemple, le la et relation. puis la vraie question, c'est de se dire aussi comment, ils Elle ont en est entendu arrivée parler. là, ouais, ouais. Ouais, ça c'est aussi une bonne interrogation parce qu'en C'est un bon refaisant le retour. lien, voilà, ça permet peut-être, bah, d'identifier les choses qui ont fonctionné. OK, Voilà. c'est pas mal. OK. Bah, merci pour tous vos merci dans le chat. Ça fait toujours plaisir de voir que, les thématiques, les intervenants, heu, ou mon relais, vous plaisent, c'est sympa. On est aussi très content d'être avec vous, hein, et de faire ces webinars. C'était l'avant-dernier avant la pause estivale, puisque le 22, nous serons avec, Marie-Dominique Lucioni qui est avocate à la cour, voilà, pour une question, propriété, intellectuelle, droit à l'image, et cetera, et cetera. Et ensuite pause estivale de juillet-août et on reprend en septembre. Donc voilà. Et ben merci Pierre Benoît. Merci à vous. Merci, Calix, pour le coup de main pour les questions. Et puis on se retrouve, Pierre Benoît, bah, nous on se retrouve à la rentrée pour d'autres webinars. Je te souhaite un Ça bel marche. été. Bel été à vous. Voilà, chers artistes, Ouais, ben, peut-être, demain à la Maison des artistes, par mail, au prochain webinar dans une semaine et sinon bel été aussi à vous. Bonsoir tout le monde, à au bientôt. revoir, à bientôt.